Mis un thé. Je suis live. C'est un live impromptu. Je ne pensais pas le faire, mais je le fais maintenant parce que je ne pourrais pas faire un live samedi. Je ne sais pas quand je pourrais faire encore un live. Donc là, j'en profite parce que je suis dans un endroit stable. Comme vous voyez, je suis sorti de ma prison. Je réponds à un commentaire qui disait que le cadre des deux lives que j'ai fait tout récemment, c'était un peu comme si j'étais en prison. Bon, voilà quoi. Euh, je sais pas combien on est, j'ai pas fait d'annonce. Je voulais, à Mienté, simplement me mettre là devant vous et vous dire certaines choses. Il y aura probablement du bruit, vous excuserez le bruit. Si vous êtes là, je vous demanderai de partager le direct ou de le partager après. Si vous le regardez après, euh, essayez d'écouter ce que je dis. Je ne sais même pas si je serai cohérente. Nous sommes un jeudi soir, c'est la fin de la semaine. Et là, encore une fois, demain, je vais bouger. Vous savez, cette année, ces 2 dernières années ont été surprenantes. Et il y a cette phrase comme ça de Faulkner que Obama aimait citer et que je pense le prince Harry cite dans sa biographie. C'est le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé. Cela pour dire que quelque part, on est toujours poursuivi par son passé. Surtout lorsqu'on n'a pas réglé beaucoup de choses. Il y a comme ça des choses qui vous poursuivent. Il y a des inachevés. Et je pense, pas parce que je viens du continent africain, du Cameroun, que les morts ne sont pas morts. Il y a toujours des choses comme ça. Vous savez, euh, des choses qu'on ne s'est pas forcément dit qui nous poursuivent. Et là, je suis dans ce moment-là comme ça. Je suis dans un nouvel endroit. Demain, j'en serai dans un autre parce que, je l'ai dit dans ma première vidéo, euh, j'ai demandé en portant plainte contre Yves-Michel Fotso, je l'ai dit que Lucie Fotso et Jérémy Nditap, des mesures de protection. Et je voulais rapidement, très rapidement, parce qu'on est un jeudi soir et que demain c'est un jour de boulot pour nous tous, vous expliquer pourquoi. En essayant mienté de faire rapidement ce que je n'ai pas fait dans les autres vidéos parce que j'ai pris trop de temps. Et je m'en excuse. Voilà, je suis dans un moment comme ça, il est très difficile pour moi d'être focus et de me mettre à votre place. Parfois, je me dis que les choses sont évidentes et je me rends compte que non. Que pour beaucoup d'entre vous, il y a ce nom-là qui bloque l'actualité camerounaise et le contexte camerounais, ou il y a le contexte d'ailleurs qui fait que vous n'arrivez pas toujours à comprendre ce que je dis. Sans doute parce que je suis aussi parfois, je ne sais pas, peut-être trop nuancé ou pas assez direct, je ne sais pas. Je pense qu'il y a parfois des choses qui se perdent dans ce que je dis. Donc là, Mienté, rapidement, je voulais essayer comme ça de mettre les choses, je ne vais pas utiliser bien le nom, mais en relief. C'est-à-dire faire le lien. Vous savez, il y a un peu plus de 10 ans, quand j'ai commencé à essayer d'avoir un corps normal, parce que, je l'ai dit, je ne suis pas handicapée, mais je suis handicapée depuis que j'ai un mois. Un handicap grave, grave. Ma grand-mère paternelle pensait qu'il n'était pas naturel. Mais bon, c'est normal, elle venait d'un contexte où rien n'est, où très peu de choses graves, on pense qu'elles sont naturelles. Donc, il y a 10 ans, quand je commence à essayer de réparer ça, je vais voir un médecin à New York dans the Hospital of Special Surgeries, à New York, à Manhattan. Et ce docteur me dit comme ça, mais Christelle, pourquoi on vous a laissé vivre comme ça? Pourquoi c'est il y a plus de 30 ans que vous essayez d'avoir une amputation? Et cela m'y le côté étranger de ma vie, qui n'a rien à voir avec le non Futsu, explique, un, explique en grande partie le monde dans lequel je suis. Vous savez, quand j'ai eu enfin mon amputation à Bruxelles, il y a cette dame, après, quand ma jambe est infectée, et que j'ai comme ça du mal à raconter l'histoire, qui me dit, mais Madame Futsu, votre pudeur vous dessert. Et cette pudeur-là, elle me vient probablement de mon père, qui
à cause de son parcours, avait du mal à crier, qui ne savait pas véritablement avouer ou se l'avouer tout simplement qu'on ça n'allait pas. Il ne savait pas dire ça ne va pas. Il ne savait pas dire je ne me sens pas bien. Il ne savait pas dire je suis vieux. Il ne savait pas dire tu es en danger. Voilà. Donc cette dame, il y a plus de 10 ans, qui est au ministère des Affaires de l'Intérieur belge, me dit, Madame Fotso, votre pudeur vous dessert. Parfois, même, surtout lorsqu'elles sont atroces, il faut dire des choses. Les gens ne peuvent pas comprendre. On ne peut pas imaginer quand on vous voit ce que vous portez. Donc, niente, parce que nous sommes un jeudi soir et qu'il n'y a pas trop de monde, je vais essayer de vous dire ce que je porte. Il y a aussi 10 ans, j'avais une grande amie qui était pour moi comme une sœur qui m'a dit, lorsque je traversais déjà beaucoup de choses, qui m'a dit, Christelle, tu es avocate, tu portes plainte. Les gens à qui tu as affaire ne comprennent pas un autre langage que celui de la force. Et quand ils te voient comme ça, la première chose à laquelle ils pensent, c'est que tu es faible. Donc porte plainte et tape un coup de pied dans la fourmilière. Et là, mignonté, j'ai reculé. J'avais du respect pour ces gens-là. Il y avait des choses comme ça qui se passaient qui n'étaient pas normales. Il y avait de la maltraitance. J'avais une jambe qui était totalement abîmée et que je devais refaire. Je devais apprendre à marcher, mais il y avait un contexte qui était comme ça villageois. Même INT, je n'arrivais pas à porter plainte. Et il y a 5 ans, mon père était encore vivant, il était en train de mourir déjà. Il y a cette assistante sociale du barreau de Bruxelles qui me dit, quand elle me voit, elle vient chez moi comme ça et elle voit l'appartement qui en sent. Et je raconte l'histoire. Elle se rend compte de ce qui se passe. Elle n'y croit pas parce qu'elle est belge, parce qu'elle ne comprend pas. Et elle me dit, mais maître Fotso, vous devez absolument alerter la presse, les médias. Et là, moi, Mienté, je pense au contexte. Je pense à mon père qui veut absolument mourir comme Fotso Victor. Il ne veut pas mourir comme une victime. Il veut mourir debout. Il ne veut pas qu'on sache. Il ne veut pas avouer sa honte. Et je dis à cette assistante sociale, non, c'est pas grave. Et je tiens. Je vais déjà porter plainte, ça n'avait pas marché parce que je vais buter contre, disons les choses avec finesse, contre le camon d'en haut. Et donc je lui dis non, je ne pense pas. Je lui dis non, je fais marche arrière. Je me dis, en tant que mère, parce que je suis la mère de mon père, je demande sa mère, en tant que fille, je dois essayer de respecter la volonté de mon père. Il ne veut pas que ça se sache. Et ça, mignonté, je me demande si j'ai bien fait. Parce que je sais comment mon père est mort. Je sais qu'il meurt à 15h45 un 19 mars. Je sais que il ravale sa honte. Je sais qu'il ne crie pas. Il est tout seul. Il y a un garde du corps qui est là pour qu'il ne dise rien. Et il accepte. Et vous savez, pour moi, qui me suis battue pour lui, le savoir et se dire que je n'ai pas pu lui empêcher ça, c'est très difficile. Et ça me poursuit, mienté, parce que derrière le silence de mon père, il y a beaucoup de non-dits. Il y a sa peur à lui. Il avait peur de deux de ses enfants, que je vais citer. Yves Michel Fotsou, et je l'ai dit que le mari de Jérémy Nditap. Il avait peur de ces gens-là pour différentes raisons. Pour, je l'ai dit que, il avait peur d'elle parce qu'il savait de quoi elle était capable, il avait compris. Il avait compris que elle n'allait jamais hésiter à l'utiliser, à l'humilier s'il fallait, je sais pas, peut-être à le punir de ne pas aimer qu'elle. Polygame, beaucoup d'enfants, il avait ses préférences. Et puis j'étais là comme ça, il n'arrivait pas à me chasser. J'insistais, je ne disparaissais pas. Il y avait des lettres comme ça qui étaient écrites avec des choses qu'on envoyait à la présidence, mais je ne disparaissais pas.
il y avait toujours cet amour-là qu'elle ressentait bien, qu'elle ressentait qu'il avait pour moi. Donc il avait peur d'elle. Mais il avait surtout peur d'Yves Michel Fotson. Et il essayait de me faire comprendre, sans pouvoir l'avouer, parce que pour lui c'était très difficile, qu'il était dangereux. Et la mienté, je vais le dire directement parce que je ne peux pas passer beaucoup de temps avec vous, que je suis en vie grâce à une personne qui, lui, a pu me dire les choses directement. Atangana Mbara. Atangana Mbara, c'est la seule personne qui a eu, peut-être parce qu'il est en prison, le courage de me dire, Christelle, ton frère, ton grand frère, ton demi-frère là, il est très dangereux. Et il ne va jamais te pardonner de t'être mise sur son chemin. Tu es la seule qui le fait publiquement. Tu es la seule qui lui dit la vérité publiquement. Tu es la seule qui lui montre véritablement que tu n'as aucun respect pour ces méthodes de barbouze. Et donc, c'est Atangana Mbara qui me fait comprendre le danger. Et quand il me le dit, je réalise ce que mon père m'avait déjà dit, mais que je ne comprenais pas. Parce qu'il faut savoir que quand je commence mes opérations, mon père me tient éloigné, me tient éloigné. Il faut même savoir que quand je finis mes études, mon père m'éloigne de tout cela. Parce qu'il sait qu'il a un fils qui est dangereux et qu'il ne veut pas me mêler à toutes ces choses-là. Il me tient loin de tout cela. Et la mienté, tellement de choses. Je ne sais pas si je dois raconter. Je ne sais pas si je dois parler du moment. Je vous dis, je ne suis pas dans un endroit stable. Demain, je vais bouger. Je ne sais pas où je serai samedi, donc je ne peux pas vous faire un direct. Je ne sais pas où je serai lundi, je ne sais pas où je serai mardi, je ne sais pas où je serai dans quelques jours. Ça bouge énormément. Il y a des petites choses comme ça qu'on met sur ma route. Parce que, vous savez, j'ai une prothèse qui est plus adaptée. J'ai des béquilles avec lesquelles je dois bouger. Voilà, c'est comme ça. Et je dois comme ça porter ça, assumer ça, m'occuper des plaintes, expliquer, expliquer. Et aujourd'hui, comme ça, je suis avec vous parce que j'ai envie, si vous voulez, de souffler. J'ai passé toute la journée à raconter, à essayer d'expliquer à des gens pour qui le nom Fotso devrait représenter quelque chose de plus. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est sur moi qu'on tape? Pourquoi euh, il y a une volonté du Cameroun, ou plutôt d'officiels camerounais, de me faire taire? Pourquoi, en dépit de ce qui, du droit, c'est moi qui me retrouve là, à vous expliquer des choses qui ne sont pas explicables. Vous savez, quand quelqu'un vous dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment voulez-vous qu'on vous regarde autrement que des animaux si on accepte ce que vous nous disiez? Comment c'est possible? Comment Futso Victor meurt comme ça? Comment on tape sur l'handicapé? Pourquoi? En fait, ce qu'ils me demandent, en fait, c'est tout bêtement, mais qu'est-ce que vous leur avez fait? La dame, même, voilà. Aujourd'hui, il y a une dame très gentille qui me dit, mais Christian Futso, maître Futso, mais voilà, je vois, j'ai lu quelques-uns de vos livres, je vois votre genre, je vois tout cela, je vois votre parcours, je vois tout cela. Mais comment ça se fait que soit tombé sur vous? Et je lui dis, chère madame, je ne me pose même plus la question parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse. Et je pense que ça n'a rien à voir avec moi et que ça a tout à voir avec cette jambe-là. Vous savez, dans ce monde-là, quand j'ai eu mon bachelor en 99, euh, dont la famille Fosson disait, ah bof, elle est handicapée, qu'est-ce qu'elle va en faire? Voilà, c'est une femme, dentition comme ça, voilà.
pas nécessairement jolie, même si elle est intelligente, mais qu'est-ce qu'elle va en faire? Ça donnait quoi? Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Et donc, comme ça, j'ai continué avec les études, j'ai fait du droit par la suite. Ceux qui savent comment on devient avocat aux États-Unis comprennent ce que je veux dire. Et il y a toujours eu ça, tous ces obstacles qu'on a mis devant moi. Et je pense que parce que mon père était fier et qu'il semblait me préserver pour quelque chose, et qu'il y avait, je l'ai expliqué la fois dernière, c'est ce lien qu'il y avait entre nous, on a commencé à taper, à avoir peur de ce que je pouvais apporter. Il y avait une manière de faire les choses. Il y avait déjà un père qui s'occupait de sa ville, parce il était quasiment, il avait fait confiance, il était quasiment en retraite, il s'occupait de Bandoun. Il y avait ce fils qui faisait tout déjà pour l'effacer. Il y avait des confrontations comme ça qui venaient. Qu'est-ce que j'essaye de lui dire, Nianté, très mal? C'est que c'est à la fois très villageois et très moderne. Ceux qui ont suivi l'affaire Bettencourt savent que quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de convoitises. Ceux qui connaissent nos villages africains savent qu'il y a beaucoup de notions comme ça, de gris-gris, de... euh, il y a quelqu'un de niais comme ça qui me disait, mais Christelle Yves Michel Fotso, c'est le prince. Michel, c'est le prince. Basé sur rien. Sur des légendes, sur des partis pris. Sur cet argent qui n'est pas à lui, mais qu'il a beaucoup distribué et dilapidé. Et donc moi, Nianté, face à cela, j'avais deux choix. Soit de suivre, soit de dire non. Et parce que j'aime la difficulté, j'ai dit non. Pourquoi est-ce que j'ai dit non? Parce que j'ai peut-être tort, je ne pense pas. J'ai toujours pensé que Fotso Victor, ce n'était pas que l'argent. Je l'ai dit lors du gala de la fondation Fotso Naptua. J'ai dit, mon père, c'est un aristocrate de la pensée. Je pense sincèrement qu'il est devenu Fotso Victor parce qu'il ne savait pas lire. Et que c'était une manière pour lui de montrer qu'il était excellent. Il ne pouvait pas, il n'était pas allé à l'école. Pas parce qu'il pensait que l'école, ce n'était rien. Mais parce qu'il devait aider sa mère. Donc, en écoutant mon père parler, depuis toute petite, j'ai toujours pensé qu'il y avait autre chose derrière ça. Mon père avait le sens de l'effort. C'était quelqu'un qui était... il fallait vraiment qu'il soit malade pour qu'il ne soit pas debout à 6 heures du matin. Et qu'il ne soit pas habillé en train de prendre son petit déjeuner à 8 h, 7 h 30, dépendant d'où il était. Il avait cette éthique-là, il avait cette discipline. Et il était comme tous ceux qui ont fait de ce qui ont fait leur argent. Vous savez, j'ai rencontré, je ne vais pas le nommer, mais un ami de mon père qui est une grande fortune française qui me disait, Christelle, après le premier milliard, lorsqu'on continue, si on a gagné son argent, c'est plus l'argent qui nous motive. C'est la volonté de créer quelque chose. La volonté de créer quelque chose. Et donc, moi, mon différent avec, je l'ai dit que, et le homme, l'un des faux de là, le tassop du faux et du cul, c'est ça. C'est que je pense que mon père représente quelque chose. Et je pense que l'argent ne représente pas. L'argent n'est pas une fin. Il faut qu'il y ait une vision derrière. Et je pense que mon père, il avait la vision. Et donc là, Mianté, la difficulté que j'ai, c'est que nous sommes dans un monde, même hors du Cameroun, où beaucoup de choses, trop de choses s'achètent. Et que pour m'effacer, me gommer cette façon de voir Fotso, on, euh, on tape. On essaye de, comment dire, me mettre dans des difficultés afin que
je n'existe plus ou que je commette l'erreur fatale ou que je ne sais pas. C'est très difficile. Je ne sais pas quoi vous raconter pour ne pas trop vous en dire et subitement, je ne sais pas, être larmoyante ou... Je ne sais même pas quel exemple vous donner. Je ne sais pas. Je ne peux que vous dire qu'il y a beaucoup de pression, qu'il y a... Je sais pas, c'est shameless. Je sais pas comment raconter ça. Vous savez, je parlais à cette dame-là et je lui disais, je ne comprends pas comment le pays que j'ai quitté à l'âge de 14 ans, comment ces officiels peuvent juste taper, juste pour taper. Parce que je suis sur leur chemin. Et que comme ça, ils prennent ma résistance comme un affront. Vous savez, c'est un peu comme un combat de coq. Alors que moi, je dis juste une chose. Je dis non, je ne peux pas rejoindre ça. Je ne dis pas non pour me mesurer à Ferdinand Gongo ou Vondoyolo. Je ne dis pas non pour même me mesurer à Yves-Michel Fotsou. Je dis non par loyauté envers Victor Fotsou. Et moi, Mienté, quand je pense à la manière, à comment meurt Fotsou, je ne peux pas lâcher. Je ne peux pas lâcher. Je l'ai dit plusieurs fois. Je suis le produit de ce que mon père m'a raconté. Je suis le produit de cette foi qu'il a mis en un enfant qui était handicapé, qu'il aurait pu jeter. Je suis le produit du fait que depuis que toute petite, je l'ai rencontré dans Défiguré. Il m'a dit, tu peux. Je suis le produit de cela. Il m'a toujours dit, il faut là, tu es en haut, ne descends pas. Tu peux. Je suis le produit qui ne m'a jamais, lorsque je combattais ces gens-là, dit, recule. Jamais. Il savait que j'avais raison. Et à la fin, même quand il essayait de, comment dire, de me protéger en loin de lui, il savait quoi me dire pour me débrancher. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Et donc, quand je le vois mourir comme ça, quand je vois les pressions, quand je vois les méthodes de barbouze, dit Michel Fotsou, quand je vois les méthodes de barbouze, même au sommet de l'État, Nianté, j'ai deux choix. Soit je m'accroupis, soit j'abandonne, soit je dis que vous avez raison, soit je continue. Mais vous savez pourquoi je continue? Parce que, je l'ai dit dans mon premier direct, peut-être maladroitement, mais je n'ai pas de respect pour ça. Je n'ai pas de respect pour la force brute. Parce que je pense qu'elle n'est pas la puissance. Je pense surtout qu'elle n'est pas la grandeur. Et je pense que dans ce moment, il faut de la grandeur. Il faut de la réflexion. Il faut de la hauteur. Il faut respecter quelque chose. Et ne pas simplement suivre l'argent. Ou ses désirs. Je pense qu'il faut regarder plus loin. Mienté, ce nom-là, c'est pas des milliards. Ce nom-là, c'est une histoire. C'est une histoire. Il y a des gens qui veulent l'avoir à leur manière. Il y a quelqu'un là qui venait et disait le fait. En disant, Fotsou, c'est un fait mal. Moi, je ne dis jamais, quand j'entends ça, tribaliste, je dis juste ignorant. Contrairement à ceux qui m'ont traité de tribaliste parce que j'ai dit quelques... Ce que je pense, c'est d'être des vérités. Sur Amougou Beninga. Je peux penser ça et ne pas être tribaliste. Hein, je peux juste être ignorante. Je pense que si on regarde le parcours de Fotsou, même en étant très, 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 très sévère, on voit qu'il y avait quelque chose derrière ça. Et quand on voit comment il est mort, vous savez, je l'ai dit dans le direct passé, il a fait
plus de 2 semaines en soins intensifs. ICU, Intensive Care Unit. Un monsieur de plus de 90 ans. Mais il sort. Et quand il sort, c'est lui qui parle avec les médecins, la personne autour de lui. Puisque ses filles, et je pense son fils aussi, ont demandé qu'on ne le soigne plus. Puisqu'on sait qu'il va mourir en phase terminale. Mais il y a ce respect-là qu'on n'a pas pour lui. Mais lui, parce qu'il est Victor Fotso, il est digne. Il sait que c'est fini. Il sait surtout qu'il ne peut même pas demander à voir ceux qui ne reverra plus. Je ne parle pas que de moi, je parle d'autres gens. Il est digne. Il est digne, je le pense, parce qu'il sait que ce qu'il fait a du sens. Fotso Victor, dans sa chambre d'hôpital, sa petite chambre d'hôpital, n'a jamais pensé aux milliards. Il n'a jamais pensé à la politique. Jamais. Il ne s'est jamais dit, mais mon argent. Il ne s'est jamais dit, mais la mairie. Il ne s'est jamais dit, mais l'État. Ce n'était plus ce qui le motivait. Ce n'était plus ce qui le motivait. Et Mienté, c'est ça. Je pense que quand on est poussé par autre chose, et c'est ça qui me force à combattre. Je ne suis pas en sécurité. Je le sais. Atangala Mbara me dira, mais tu n'as jamais véritablement été. Ton père t'a beaucoup protégé. C'est évident. J'ai nommé des gens, je pourrais en nommer d'autres. Mais si je le fais, on va... Voilà, le direct ira dans tous les sens et je veux qu'il soit concis. Mais ce que je veux que vous sentiez, c'est que tellement de... On m'a mis beaucoup les bâtons dans les roues. Mon métier, le barreau de Washington DC, le barreau de Bruxelles. Vous savez, quand l'administratif se dérègle, beaucoup de choses se passent. Et quand on est comme ça, quand on a besoin de beaucoup d'aide, parce que moi j'ai la jambe, j'ai beaucoup de choses, je n'aime pas ce mot-là parce que ça paraît, voilà, je vais oser le mot, des charges, ça devient lourd. J'avais cette conversation avec le président du barreau de Washington. C'est pas un bâtonnier aux États-Unis. Et je lui disais, mais si vous ne dites rien, on va continuer comme ça, à l'art, comme ça. Et les gens se diront toujours, mais c'est la fille d'une milliardaire. Même avec toutes ces difficultés-là, elle peut. On ne verra jamais que c'est le contraire. On ne verra jamais que c'est le contraire. Et lui, il ne comprenait pas. Parce qu'il ne sait pas ce qu'est Fotso. Il ne comprend pas. Il y a la femme noire, le handicap, Fotso, le Cameroun. Et ce moment-ci, où rien ne va. Où, quand on sent un peu de sang, paf, voilà. Est-ce que vous savez, Mienté, que jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a jamais dit, mais tu as tort. On me dit juste, ferme-la et tu es seul. 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 Et là, je lui ai dit, c'est le money time parce que moi, je ne vais pas jouer ce jeu-là indéfiniment. Je sais très bien, eux, ils veulent éterniser ça. En se disant, elle ne peut pas tenir la longueur. On va continuer à casser sans que ce ne soit évident qu'il y a le feu comme ça. Et elle va
finir par céder et la fermer. Moi, tout ce que j'ai face à ça, c'est ma résilience. Et c'est ma conviction que je ne suis pas la fille de n'importe qui. Et que cette histoire, ce passé, sont importants. Pour m'y atteler demain, avec une jambe, sans trop savoir comment, je vais bouger. Je vais continuer. Je ne sais pas où je vais aller. Je ne sais pas, bon, je ne fais pas le direct samedi parce que je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel cadre je serai, je ne sais pas dans quel état je serai. Mais on va continuer comme ça. Et puis, on verra bien. Et je pense que si on peut continuer, j'apprendrai à vous dire des choses graves, toutes les facettes de l'histoire, dire quelques, raconter sans trop comme ça passer trop vite dessus. Vous montrer que c'est pas une histoire de famille, d'individus. C'est pas Christelle Nadia Fotso qui euh, confronte Yves-Michel Fotso. C'est la mère de Fotso Victor qui regarde, qui se met sur le chemin de ce fils-là, qui a détruit son père. Et lui dit, tu ne peux pas échapper aux conséquences. Même en Afrique, il y a des interdits, il y a des règles qui sont ancestrales. Et l'argent ne permet pas d'effacer cela. On n'échappe pas à ça. On n'échappe pas au dos. Surtout quand c'est le dos tard. On peut comme ça faire de moi le sujet. Dire, mais elle n'est pas parfaite, c'est une femme, c'est donc. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Mais Mienté, les faits sont là. Les faits sont là. Est-ce que le droit, est-ce que les procédures vont résoudre tout cela? Hmm, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a en face de moi beaucoup d'argent, beaucoup d'influence. Et que il y a des gens qui, en dépit des erreurs qu'elles ont, il y a des gens, en dépit des erreurs qu'ils ont commises, ne peuvent plus reculer. Ne peuvent plus reculer. Ils sont allés tellement loin, ils ont franchi la ligne rouge tellement de fois en se disant que bah, c'est handicapé, voilà, les gens s'en foutent. Fotso, ce nom-là peut faire qu'on ne voit pas beaucoup de choses, qui ne peuvent pas reculer. Et donc on va, sans aucun doute, s'acheminer vers une tragédie. Mais si c'est le prix à payer pour ne pas avoir à me renier, je le paierai. Regardez, je ne sais pas quoi vous dire, mais si on se voit, espérons que ce sera dans de meilleurs... Enfin, je sais pas, on verra bien. Je sais pas si ce direct a été... Ah non, non. Mais j'avais envie de passer quelques minutes avec vous pour vous dire
cela. Le danger est là, il est réel. Et être David face à Goliath n'est pas jouissif. Ce n'est même pas la difficulté qui rend cela particulier. C'est comme ça ce poids qu'on a, où on sent très bien que on peut se faire écraser, mais qu'on ne peut pas lâcher. Qu'on ne peut pas lâcher. Parce qu'on porte son père sur ses épaules. On porte son père sur ses épaules. On sait comment il est mort, on sait l'histoire qu'il a eue. On sait ce que ça veut dire si on tombe. Parce que lui est tombé. Et donc, on ne regarde même pas les autres. On ne bombe même pas le torse. Il y a ne bombe pas le torse. On regarde droit devant soi. On regarde ces gens-là en face. Que ce soit Ferdinand Gongo, que ce soit Vendon et Lolo, que ce soit Yves Michel Foutson. Et on leur dit non. Non. Foutson a fait des enfants. Foutson avait une maman. Foutson n'était pas n'importe qui. Foutson n'était pas que l'argent. Vous n'êtes pas Foutson. Je vais tenir jusqu'à ce que vous respectiez le passé, l'histoire de Foutson. Le lien qu'il avait avec cette fille-là, qui boite, qui a les dents comme ça, et qui se met devant vous un jeudi soir pour vous raconter sa vie. Bien, je vais m'arrêter là, sinon je vais trop en dire, il faut que j'aille me coucher tôt, parce que je dois me réveiller à 4h du matin, et décider où je dois aller. À très bientôt, Niente. Vous savez comment aider, les livres, PayPal. Je sais que ça a l'air ridicule, mais je le mets. À très bientôt, Niente.